Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous connaissez Idriss Aberkane, vous savez qu'il fait parfois des vidéos, des conférences. Il a même été dans certains conflits, dans certains dramas, dont d'ailleurs Thomas Durand est devenu sa... Enfin, Idriss Aberkane est très clairement la bête noire de Thomas Durand. Alors, je ne fais pas de prosélytisme de Idriss Aberkane, je dis simplement c'est qu'il a parfois des propositions, des hypothèses, des éléments factuels. Je rappelle, Idriss Aberkane a été de ceux qui ont dénoncé la forfaiture de Fact and Furious, ce qui lui vaut d'ailleurs aujourd'hui d'être la bête noire aussi de pas mal de zététiques. Mais Idriss Aberkane a fait une vidéo où il expose le potentiel, l'hypothèse, que nous soyons à un tournant d'un phénomène qui existe depuis maintenant quelques années, mais qui est assez marginal, la dédollarisation. On en a déjà parlé, sauf que là, il y a certains événements qui tentent à démontrer qu'il y a une volonté d'accélération. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, je remets le contexte. Vous avez dans les échanges internationaux, dans le commerce international, vous devez utiliser une monnaie. Or, il existe 5 monnaies qu'on appelle les monnaies du panier international, que sont le dollar, le yen, le yuan, la livre sterling et l'euro. Sauf que, évidemment, si ces monnaies sont aujourd'hui des monnaies utilisables pour vos échanges internationaux, il n'en reste pas moins que certaines de ces monnaies sont plus viables que d'autres. Et évidemment, le dollar, depuis maintenant, on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même certainement peut-être la fin de la Première Guerre mondiale, le dollar s'est installé petit à petit comme étant la monnaie la plus crédible, la plus assurée, la plus sûre. Sauf que, depuis l'émergence d'un certain nombre de pays qui souhaitent ne pas rentrer dans l'endoctrinement du monde unipolaire, nouvel ordre mondial et tout le tralala, sont conscients qu'ils ne pourront pas se positionner comme étant des challengers, voire des concurrents, tant qu'ils n'arriveront pas à mettre en place un système monétaire viable, pour ensuite rentrer en compétition avec le dollar. Et Idriss Aberkane fait le lien justement avec certains événements qui se sont produits, plus particulièrement avec certains pays du Golfe. Alors on le sait, les Saoudiens cherchent des solutions pour essayer de s'extirper de leur soumission à l'Empire américain. Un certain nombre de pays émergents, la Chine en particulier, veulent eux aussi se positionner comme étant concurrents au dollar américain. Sauf que, et ça c'est encore vrai aujourd'hui, même si les États-Unis sont un pays qui est surendetté, contrairement à toutes les autres monnaies, le commerce international a une garantie. Cette garantie, c'est qu'elle sait que les Américains sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour sauver leur dollar. Alors quand je dis tout et n'importe quoi, c'est aussi des guerres. Et vous savez, la guerre, c'est aussi un business. Sauf que là, parmi les pays émergents, il y a encore du potentiel à exploiter, du potentiel à développer. Ces potentiels dépendront évidemment aussi de phénomènes que sont la géopolitique, les alliances et les partenaires. Autre fait qui est évident, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis, c'est une dette colossale. Et qui plus est, une situation politique, sociale, économique qui est désastreuse. En effet, dans ma précédente vidéo un petit peu bigarrée, mais qui faisait un résumé de la situation aux États-Unis sur le plan social, économique, politique, confiance, institutionnel, force est de constater qu'aujourd'hui, ce pays est malade. Alors, ce pays est malade, certes,
Mais c'est un pays qui, comme je vous l'ai dit, est prêt à tout faire pour faire en sorte de sauver les apparences. Donc, la dédollarisation, elle a commencé depuis un certain temps. Souvenons-nous, il y a plusieurs années de cela, la Russie a voulu se débarrasser de certains titres, de certaines obligations américaines. Et qu'est-ce qu'a fait Obama à l'époque? Eh bien, il a appelé la Belgique en disant hey, là, il y a la Russie qui va se débarrasser de certaines obligations, vous allez les racheter. La Belgique a dit attendez, pourquoi on. Non, 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 non. Pas de question. Pas de. C'est un ordre. Et je crois me souvenir que la Belgique a été obligée de racheter presque 18 milliards de dollars de titres d'obligations américaines. De ces obligations américaines que la Russie était en train de se débarrasser. Autre signe qui n'est pas négligeable. Vous savez, les États-Unis, c'est 50 États qui sont régis par l'Union, mais chaque État garde une certaine indépendance, une certaine autonomie à décider, à légiférer, même si, encore une fois de plus, tous les États restent soumis à l'Union. Attention, je dis l'Union, pas l'État fédéral, mais l'Union. Néanmoins, il y a un État qui a décidé, il y a quelques années, de se constituer une réserve fédérale d'or physique. C'est le Texas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Texas est capable demain de faire sécession et d'avoir des ressources, des réserves. Autre signe, évidemment, la Chine. La Chine qui veut remplacer les États-Unis en tant que puissance économique. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, si aujourd'hui les Occidentaux, et plus particulièrement les Européens, et surtout les médias français, tentent de dire oui, non, mais les États-Unis restent une puissance économique. Mais grâce à quoi? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'euro. C'est-à-dire qu'on maintient une monnaie de par la faiblesse, par les faiblesses des autres monnaies compétitives, alors que l'Europe, alors l'Europe c'est un peu particulier parce que certains pays européens continuent en effet à produire, mais aux États-Unis, qu'est-ce que produisent les États-Unis en réalité? Pas plus grand-chose. La plupart de tous les produits manufacturiers sont produits et fabriqués à l'étranger. Oui, il reste encore quelques entités, quelques usines, quelques entreprises, on va dire, de fabrication artisanale, un peu comme en France. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'un Américain veut acheter un chapeau américain ou des Santiago, eh bien, il va falloir qu'il sorte, qu'il casse le tirelire, parce qu'évidemment, ce sont des produits de qualité et c'est des produits très chers. Ou sinon, ils peuvent acheter des produits qui sont fabriqués au Bangladesh, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, mais qui finalement ne sont plus des productions made in America. C'est à peu près la même chose en France. Si vous voulez acheter une tour Eiffel, en souvenir, elles viennent toutes de Chine. En revanche, si vous voulez acheter un objet collector, là, il va falloir sortir les milliers d'euros pour avoir véritablement des produits de qualité fabriqués en France. Aux États-Unis, c'est pareil. Même l'automobile se vend, mais elle se vend à des prix que forcément les voitures asiatiques sont beaucoup meilleurs marché que les voitures américaines. Sans compter que même si on essaie de rassurer que les problèmes techniques, électriques, électroniques des véhicules américains, on a fait des progrès, etc., il n'empêche que je peux vous garantir que lorsque vous prenez des autoroutes américaines, les voitures que vous voyez sur le bas-côté avec un chiffon accroché à la fenêtre, ce qui signifie que la voiture est en panne, eh bien vous êtes plus souvent confronté à des voitures américaines que des voitures japonaises, coréennes. Ça, c'est une réalité. Donc à partir du moment où dans une consommation de masse, les produits ne sont plus fabriqués aux États-Unis,
hormis évidemment certains produits de grande consommation, ne serait-ce que le Coca-Cola, le ketchup, le beefsteak. Oui, bien sûr, ce sont des marchés qui continuent à fonctionner en Made in américain. Mais pareil, la viande aujourd'hui c'est cher. J'ai même vu des Coca-Cola importés du Mexique. Donc à partir du moment où vous sentez que le système productif américain n'est plus ce qu'il était, et que par conséquent son dollar n'est soutenu que par une illusion de consommation de masse, mais avec des produits en grande majorité fabriqués à l'étranger, bah oui, les Chinois au bout d'un moment ils se disent pourquoi est-ce que je fabriquerais pour des marques américaines qui revendent sur leur territoire américain, voire même pire, qui font fabriquer des produits manufacturés et qui ensuite les importent dans d'autres pays, comme par exemple en France. Levi's, marque américaine. Oui, sauf que les jeans ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Sauf que cette illusion, au bout d'un moment, les Chinois se disent pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à fabriquer pour les autres quand on peut fabriquer par nous-mêmes et vendre directement avec nos propres marques. Et c'est là qu'évidemment la situation se complique. Elle se complique d'autant plus que beaucoup d'entreprises américaines, je pense à Apple par exemple, sont aujourd'hui pieds et poings liés pour leur marge. Leur marge dépend de la fabrication à moindre coût dans certains pays asiatiques. Donc on ne peut pas se fâcher avec ces pays asiatiques sous prétexte qu'ils essayent aujourd'hui de vouloir copier leurs produits et de devenir des concurrents. Ça aussi, ça peut jouer. Ça peut jouer sur la valeur même du pays qui détient une des monnaies du panier international. Ce qui veut dire que si demain les Américains sentent que le dollar est extrêmement menacé, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est pour cette raison que là, je ne suis peut-être un petit peu en contradiction avec Idriss Aberkan, même s'il y fait allusion dans sa vidéo. C'est que le seul moyen qui pourrait s'offrir aux Américains pour sauver le dollar, eh bien, ce serait de détruire l'euro. En détruisant l'euro, par de fait, les pays européens reviendraient à leur commerce international en dollars. Donc vous voyez, même s'il y a une volonté de dédollarisation, même s'il peut y avoir demain un événement qui va précipiter la chute du dollar, soyez assurés que si jamais un événement anticipable par les Américains leur font comprendre que le dollar risquerait d'en prendre un grand coup dans la gueule, ils n'attendront pas cet événement et feront en sorte de flinguer l'euro et donc de flinguer l'Union européenne. Et je peux même vous dire que les Chinois seraient tout aussi intéressés parce que pour eux, eh bien, le fait de détruire l'euro ferait en sorte qu'ils pourraient commercer plus aisément avec l'Europe en faisant rentrer de la devise convertible. C'est une affaire à suivre, c'est un sujet délicat, mais soyez assurés, les jours du dollar sont encore assurés pour de nombreuses années. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.